Bonjour, merci encore aujourd'hui d'être venus nombreux à cette nouvelle conférence du Comité d'histoire de la ville de Paris. Nous poursuivons notre itinéraire dans le Paris des touristes, itinéraire que nous avons commencé début novembre avec l'ouverture de l'exposition qui se tient à la Galerie des Bibliothèques et qui s'appelle Bon baiser de Paris. Une exposition qui est accompagnée d'un livre, Bon baiser de Paris, dans lequel notre intervenante d'aujourd'hui a écrit un article. Nous écoutons Audrey Millet. Audrey Millet est une spécialiste de la mode. Elle est docteure des universités de Neuchâtel et de Paris 8. Elle enseigne à Lille et elle s'intéresse au processus de création et de fabrication. Et je lui laisse tout de suite la parole. Je vous remercie. Merci beaucoup, merci Marie. Je suis vraiment ravie d'être ici, de vous parler aujourd'hui. J'ai été ravie de participer à ce catalogue d'exposition intitulé Bon baiser de Paris. Et c'est déjà tout à fait prometteur, parce qu'on aimerait bien que Paris nous embrasse, et c'est ce qu'elle fait tous les jours, évidemment. Et moi, je vais essayer de vous donner ce que j'aime, c'est-à-dire la question générale que je me pose dans mes recherches est la suivante, c'est pour quelles raisons ? Pour quelles raisons portons-nous ceci ? Pour quelles raisons les garçons s'habillent comme ça ? Pour quelles raisons les femmes s'habillent comme ça ? Pour quelles raisons Paris est clairement la capitale du monde ? Et aujourd'hui, elle a vraiment besoin de notre amour. Et je vais tourner en introduction autour de 5 éléments. Ces 5 éléments vont faire en fait de Paris une capitale touristique et vont commencer dès le XVIe siècle, mais j'insisterai à partir du XVIIIe siècle dans le corps de mon développement. C'est grâce aux hommes politiques, aux produits, aux économistes, aux travailleurs, évidemment, à ne jamais oublier, et aux touristes, bien entendu, que Paris est devenue la capitale de la mode, celle où on va chercher les produits ou celle dont on privilégie les produits. Parce qu'aujourd'hui, avec Internet, on peut faire un tour dans Paris en commandant finalement un Louis Vuitton ou des maillots de corps petits bateaux, made in France. C'est François Ier. On doit beaucoup à François Ier, qui donc gagne en 1515 Marignan. Il a à peine 20 ans, il fait 1m90, il est beau, il faut le dire aussi. Donc il a beaucoup de qualités, et il décide, lorsqu'il invite Henri VIII au camp du Drap d'Or, en 1520, de lui montrer à quel point Paris, la France, est supérieure. Donc, il construit une ville entière, avec des soieries tourangelles. Il fait mettre des trompe-l'œil de ville et il impressionne Henri VIII. Je ne vous cache pas que Henri Tudor, celui qui a tué toutes ces femmes, sauf celles qui sont mortes en couche, d'accord. Henri VIII le prend pas bien et finalement il n'y a pas de traité. Parce qu'en fait, il s'est montré et il a humilié Henri VIII. Mais ça commence là, cette réputation des manufactures françaises. Après Henri VIII, donc vous voyez évidemment tous les châteaux, ce fameux escalier à double vis que vous connaissez, cet escalier qui en fait ne sert à rien. Il faut bien le dire. Ce n'était pas pour se cacher des maîtresses, ce n'était pas pour les serviteurs. C'était juste pour dire « Vous avez vu mon escalier ?» Voilà, c'est ça en fait. Et évidemment, cette vie de cour qu'on pourrait finalement, on pourrait dire que cette vie de cour où les gens se montrent, où ils se représentent, que ce sont les premiers défilés. Ce sont les premiers défilés de mode. Vous avez vu un tel a des nouvelles broderies, trouvez-moi de la dentelle de Calais, s'il vous plaît. Évidemment, Versailles, le deuxième grand homme politique, Louis XIV, qui va développer donc cette étiquette, ce système de représentation, ces grandes soieries, et évidemment ce château. Donc nous sommes dans un écrin qui est en train de construire cette réputation française, cette suprématie. Nous allons faire des vitres, nous allons faire des miroirs, nous allons faire des merveilleuses orfèvreries, nous allons avoir les meilleurs artisans, nous allons chercher du marbre extrêmement loin. Et tout ça rassemblé, tout ce savoir-faire, ça donnera quoi ? La France, un rayonnement français qui est toujours d'actualité aujourd'hui. Vous voyez donc les campagnes, donc la campagne Dior de 2012, qui a été faite à Versailles, bien entendu. Et la collection croisière de Chanel de 2012-2013, donc vous voyez en plus un petit peu au même moment, qui a défilé à Versailles également. Donc c'est ici,
qu'on fait la France, c'est ici qu'on fait le Made in France. Mais petit à petit, lorsque le Parlement partira de Tours, à la fin du XVIe siècle, petit à petit, ce sera Paris. Ce sera à Paris que le luxe et la mode vont se développer. Évidemment, la construction des manufactures. On a les Gobelins, on aura ensuite Sèvres, on a eu aussi la savonnerie, et toute cette politique économique mise en scène par Jean-Baptiste Colbert, qui finalement met en ordre de bataille, en ordre de guerre, les manufactures françaises. Donc Jean-Baptiste Colbert, et on consultera avec profit, évidemment, la fortune du colbertisme de Philippe Minard, qui nous permet de réfléchir à ce qu'est le protectionnisme ou pas. Le but de Colbert était de produire des produits, de les financer, d'aider les manufactures françaises, mais dans le but d'une ouverture. C'était juste en fait un temps. Et ce temps-là, il est révolu aujourd'hui, et il nous permet d'évoquer ces travailleurs, toutes ces manufactures concentrées, tous ces travailleurs. Vous voyez, je vous ai mis une image donc, au XIXe siècle de la manufacture Thomson, qui en fait est une fabrique de crinoline. Toutes ces petites mains qui sont derrière, les perruquiers, les modistes, les tullistes, les tailleurs, les brodeurs, tous ces petits métiers qui font que le luxe et la mode parisienne, en fait, n'existeraient pas. Évidemment, les touristes. Où vont les touristes? Ils vont donc dans les grands magasins, nous le savons, aux Galeries Lafayette, évidemment, aujourd'hui avec ses sublimes vitrines, mais déjà au XVIIIe siècle, nous avons des guides touristiques. Nous avons des guides touristiques qui indiquent des adresses précises où il faut faire clairement son shopping. Nous passons donc finalement du XVIe siècle avec ce Made in France à un Made in Paris qui petit à petit se définit. Tout d'abord, il a fallu que les Parisiens fassent la publicité de leurs propres produits. Donc, comme vous pouvez le voir, nous avons des supports extrêmement précoces. Au XVIIe siècle, la Muse historique, qui en fait est un journal qui va parler de politique, également de littérature, et qui dira quelques mots sur la mode, sur ce qu'il faut faire et ce qu'il faut mettre pour être vu et pour être bien vu. Messieurs, vous avez donc dans l'Extraordinaire en 1695 clairement la définition de ce que vous devez mettre, donc une jupe au corps, évidemment de l'hermine, des velours, des galons. Mesdames, ce sera la même chose dans le Mercure galant qui se développera au XVIIIe siècle et qui finalement s'appellera le Mercure de France. Donc nous avons quoi finalement? Ce sont des magazines de mode, ce sont les ancêtres de Vogue, hein, tout simplement. D'autres journaux qui ne sont pas des journaux périodiques, mais vous voyez un tableau général qui date de 1798, va expliquer en 1798 quel goût il faut adopter, quel goût est à la mode, ce qui se fait de mieux, bien entendu. Et regardez, c'est très intéressant, cette citation donc, de ce journal, « La mode ne connaît au-dessus d'elle d'autre pouvoir que celui de l'esprit public ». Donc vous voyez, même en 98, lorsque la Révolution a eu lieu, la mode, en fait, est juste en dessous de l'esprit public. Et je vais vous l'expliquer avec les poupées de mode tout à l'heure. Ici, on arrive sur le Cabinet des modes, qui est également un périodique du XVIIIe siècle, et voyez ce qui est écrit, image du haut, en haut. Les éditeurs du Cabinet des modes voient avec satisfaction que leur entreprise est une des plus agréables que l'on ait faites, surtout pour l'étranger. Donc les touristes sont déjà appelés, et on essaie, les Français, vous savez bien, essaient d'aider finalement les étrangers à bien s'habiller, puisqu'ils sont responsables du goût français et de la réputation française. Il faut les aider. Donc voyez-vous, on a la planche, une planche dessinée, mais également l'explication de la planche, donc un jupon de satin violet. Tout ceci est extrêmement précis. C'est comme un catalogue. Lorsque vous ouvrez le catalogue La Redoute, tout simplement, bon, je sais qu'aujourd'hui on fait beaucoup sur Internet, mais vous voyez marqué demi-manche, trois-quarts manche, manteau de 65 cm, intérieur, telle doublure, c'est exactement la même chose. Nous avons ces poupées mannequins. Elles aussi, ce sont des défilés. Ce sont des défilés de mode.
Ce sont des poupées qui sont envoyées pour montrer les modes parisiennes. Rose Bertin, la couturière de Marie-Antoinette, les a utilisées. Dès 1712, on en parle à Londres. Il faut aller voir ces poupées. Pour les voir, quand elles arrivent en magasin à Londres, c'est payant. Lorsque vous voulez les voir chez vous, qu'on vous les amène, c'est 3 fois plus cher. Donc la mode, déjà, se vend très, très cher. Et ces poupées, tout à l'heure on parlait de cette mode qui n'a au-dessus d'elle que l'esprit public, ces poupées vont traverser les frontières, je viens de vous le dire, mais même les guerres. Lorsque les caisses de vin ne peuvent plus passer, lorsque les personnes ne peuvent plus passer, les caisses de poupées, elles, peuvent toujours passer. Parce qu'en fait, la poupée, la mode, est au-dessus de la géopolitique. Comment apprendre à faire du shopping? Tout ceci s'apprend. Les premiers guides touristiques de Paris datent en fait de 1690. On y indique les promenades à ne pas manquer, mais également les boutiques à visiter absolument, et les achats indispensables. Déjà au XVIIIe siècle, Paris est spécialiste dans l'art de vendre du superflu. Bien entendu, la mode peut venir à vous. Vous voyez sur votre droite une marchande de mode qui va chez sa cliente et qui lui propose des galons, des rubans. C'est pratique, ça permet de changer très très vite une robe qu'on a déjà mise plusieurs fois en fait. Et sur la gauche, vous voyez Sébastien Mercier dans ses tableaux de Paris nous indique, donc en fait il fait toute une journée à Paris à partir de 7h du matin et à 9h du matin, qu'est-ce qu'il aperçoit dans Paris? Sur les 9h, on voit courir les perruquiers saupoudrés des pieds à la tête, ce qui les fait appeler merlans, tenant d'une main le fer à touper et de l'autre la perruque. Paris est marqué socialement, est marqué par ces travailleurs qui vont courir de maison en maison, d'abri en abri, pour coiffer ces dames. Ici, bien entendu, je ne pouvais ne pas en parler, Rose Bertin, qui a été donc la couturière de Marie-Antoinette, après avoir habillé la princesse de Conti et très exactement décidé de son trousseau, et qui a commencé, donc elle avait 22 ans, à avoir son premier magasin rue du Faubourg Saint-Honoré. Ensuite, elle est devenue la couturière de Marie-Antoinette, elle avait déjà 30 employés. 30 employés. Puis, elle a, on en parle donc dans le cadavre anglais, donc en 1777, un journal à la base anglais, et elle déménagea 2 fois jusqu'en 1789, puis évidemment, la Révolution signe un peu l'arrêt de mort de sa boutique. Elle a décidé des vêtements de la reine, comme en fait, finalement la reine aurait pu être Marlène Dietrich, ou aujourd'hui Beyoncé, ou à une époque Catherine Deneuve, qui décide finalement sur le tapis rouge de ce que nous devons porter. Des premières tendances. Marie-Antoinette, c'était bien ça. C'est une des premières icônes. Nous avons d'autres marchandes de mode qui montrent que finalement, il n'y a pas que de petites boutiques. Et surtout que les rôles des guides, en fait, à Paris, permettent d'introduire le remarquable et le curieux dans l'économie. Le XVIIIe siècle est le siècle du guide touristique. Les récits de voyageurs, évidemment, vont nous montrer ce qu'est le lèche-vitrine, nous l'apprendre, c'est tout un apprentissage. Ce lèche-vitrine, on l'appelle aujourd'hui shopping. Ils vont localiser ces récits, les lieux de vente, les espaces de vente, les lieux à la mode, l'abondance, le renouvellement. Où allez-vous trouver ces fameuses broderies régulièrement renouvelées? Dans tel lieu. Voilà ce que nous disent les guides touristiques et les récits de voyage. En fait, ils vont produire le discours de la tentation, de la curiosité, de la séduction, car la mode, le vêtement, le luxe, c'est ça, c'est séduire. L'attraction et le désir sont suscités par les lieux de commerce et par ces guides touristiques. Paris est donc une capitale politique, vous vous en doutez, culturelle, spirituelle, mais elle devient là la capitale des plaisirs, la capitale du beau, la capitale du superflu, et, il faut bien le dire, dès le XVIIIe siècle, la capitale de la mode et la capitale du luxe. Il a fallu aménager Paris pour recevoir toutes ces nouvelles boutiques, tout ce superflu, tous ces produits issus de la révolution industrielle, de plus en plus nombreux, de moins en moins onéreux.
Finalement, le boulevard devient un rempart, et Sébastien Mercier nous en parle une nouvelle fois. C'est une promenade vaste, magnifique, commode, peuplée de tout ce qui peut la rendre agréable et récréative. On entend déjà le bruit des cabriolets, le bruit des passants. Pas encore le bruit des cris pendant les soldes, mais on y est presque, on y est presque. Paris est donc devenue la capitale du luxe et de la mode. Le comte de Lubersac nous en parle en 1787. Nous sommes en train de finir notre XVIIIe siècle, nous allons vers le XIXe. Et il veut qu'on jette un coup d'œil sur les principales villes de France. Donc en 87, on arrive vers la Révolution. Les choses vont changer. Prenons la ville de Paris et ses environs, pour exemple. Quel changement subit arriver dans tous les ordres? Les ordres, c'est-à-dire noblesse, enfin, clergé et noblesse, tiers état. Depuis l'ouvrier jusqu'au grand seigneur. Si l'on compare leurs vêtements, leur logement, leur nourriture, leur goût de fantaisie, en un mot, ce que sont aujourd'hui leurs dépenses en tout genre, avec ce qu'elles étaient alors, la métamorphose est complète, inconcevable même. Voyez ce que nous dit le comte? C'est quoi ces gens qui n'arrêtent pas de s'habiller là maintenant? Les gens ne restent pas à leur place? Le tiers-état ne reste pas à sa place de tiers-état? En fait, la mode est totalement subversive et permet de transgresser les hiérarchies sociales. Et c'est ce qui est en train de se passer. Les ordres, évidemment, ensuite vont exploser. Dans un grand 2, nous arrivons au XIXe siècle. Le XIXe siècle, c'est quoi? C'est la multiplication de tous ces petits objets. Cette multiplication se fait grâce aux hommes. Paris est une ville industrielle et la ville industrielle par excellence. Elle est laborieuse et agitée. Il faut se méfier de tous ces ouvriers-là, qui sortent en groupe, qui le lundi vont boire, qui font ribote. Méfiez-vous-en. Elle est au centre de l'industrie, Paris. Il y a bien une révolution technique, politique et culturelle qui permet le développement des objets de luxe et de mode. À la fin du Second Empire, en 1870, on compte quand même 1 demi-million d'ouvriers dans Paris. Rien que dans Paris. Et en 1900, 900 000 ouvriers sur 3 millions d'habitants qui vivent directement ou indirectement, finalement, de l'artisanat, de la construction des objets. Ça peut être du tissage, de la peinture sur éventail. Et je vais vous montrer des éventails parce que c'est tout à fait marquant. Ici, toujours, n'oubliez pas qu'on est en pleine mise en usine à cette époque-là. Et évidemment, tous ces petits objets, ça y est. Voyez-vous, regardez ce bracelet, juste en dessous de l'ombrelle. L'ombrelle, c'est de la soie. Mais regardez le manche, il est déjà sculpté en ivoire. Et ce petit bracelet, en fait, en plastique. Aujourd'hui, on trouve exactement le même chez H&M. On n'a rien inventé. Et ces petits cols, vous savez, ces espèces de petits cols Claudine qui étaient très à la mode également. En fait, ils datent du XVIe siècle, mais là, on peut les faire encore moins cher au XIXe. Regardez, on peut même acheter des petits embouts pour mettre au niveau du manche de l'ombrelle. Donc là, c'est un livrier, peut-être, s'il y a un spécialiste. Pour changer, en fait, pour changer sa tenue, pour changer son attitude. Et ces éventails qui sont très représentatifs de Paris, donc imprimés certaines fois à la planche, en fait, qu'elles soient de cuivre ou de bois, mais également peints à la main. Tous ces éventails qui font quoi? C'est l'accessoire. C'est l'accessoire qui fait les tenues, bien entendu. Et les extrémités en particulier. Les cheveux, c'est pas moi qui vais dire le contraire, les chaussures, et évidemment ce qu'on porte dans la main, la manucure ou l'objet, le sac à main. Et Paris va devenir en fait la spécialiste des accessoires, des beaux accessoires et de leur variété. Pour exposer la mode, il faut modifier l'architecture. Et l'architecture haussmannienne, en fait, visait à accueillir ces ateliers. On a aussi, vous savez, ces passages couverts qui petit à petit, en fait, vont devenir de moins en moins nombreux. Encore aujourd'hui, on se promène dedans en étant fasciné. Il n'y en a plus tant que ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a les grands magasins qui sont en train de se former. Donc, les grands magasins vont prendre le pas sur les petites boutiques. Et d'ailleurs, le Bon Marché est fondé donc en 1838. C'est une petite boutique. Vous y trouverez un petit peu de tout, des draps, des parapluies. Petit à petit, en fait, vous pourrez y faire vos courses, tout simplement. Toutes vos courses. Pas juste aller chez la modiste pour un chapeau.
vous aurez tout à portée de main. Parce que la vie du luxe et de la mode, en fait, leur but, leur ambition, c'est que vous achetiez tout chez eux. Que tout soit à portée de main. Ensuite, la grande révolution en fait, de ces magasins, c'est évidemment la concentration des objets, mais les prix fixés. Lorsque vous vous approchez d'un objet, le prix y est, il ne changera pas, on ne le donnera pas à la tête du client, et il y a des étiquettes. Normalement, on ne marchande plus, mais encore aujourd'hui, on peut marchander dans les magasins, hein, bien entendu, c'est autorisé. En 69, il y a un agrandissement, et vous voyez, en 1989, le Haut Bon Marché est devenu le Bon Marché, et on sait qu'il a plutôt mal fini. On se rappelle évidemment avec bonheur de Zola et du Bonheur des Dames. Je vous en parle parce que moi, c'est ce qui m'a fait faire ça. Lorsque je l'ai lu en 3e, je me souviens encore de ce passage de la cascade des tissus chatoyantes, c'était formidable. Donc je suis obligée, je vous ai amené un passage. C'est l'amour de ma vie. Lorsque Denise... Vous savez, cette petite provinciale qui monte à Paris. Eh oui, Denise. Voilà. Et on a eu une série dessus. Bon, on peut la regarder, c'est formidable parce que pour une fois, nos rêves, en fait, deviennent des images. Vous voyez, on passe du papier aux images. En ce qui concerne l'histoire d'amour, bon, vous n'êtes pas obligé de trop la suivre. Mais Denise arrive à Paris, chez son oncle. Et elle passe devant ce magasin, 2 figures allégoriques, 2 femmes riantes, la gorge nue et renversée, dérouler l'enseigne. Au bonheur des dames. Denise demeurait absorbée devant l'étalage de la porte centrale. Il y avait là, au plein air de la rue, sur le trottoir même, un éboulement de marchandises à bon marché. La tentation de la porte, les occasions qui arrêtaient les clientes au passage. Cela partait de haut, des pièces de lainage et de draperie, mérinos, cheviotes, molletons tombés de l'entresol, flottantes comme des drapeaux, et dont les tons neutres, gris ardoise, bleu marine, vert olive, étaient coupés par les pancartes blanches des étiquettes. À côté, encadrant le seuil, pendaient également des lanières de fourrure, des bandes étroites pour garniture de robe, la cendre fine des dos de petits gris, la neige pure des ventres de cygne, les poils de lapin de la fausse hermine et de la fausse martre, puis en bas, dans des casiers sur des tables, au milieu d'un empilement de coupons, débordaient des articles de bonneterie, vendus pour rien. Gants et fichus, de laine tricotée, capelines, gilets, tout un étalage d'hiver, aux couleurs bariolées, chinées, rayées, avec des taches saignantes de rouge. Denise vit une tartanelle à 45 centimes, des bandes de visons d'Amérique à 1 franc et des mitaines à 5 sous. C'était un déballage géant de foire, le magasin semblait crever et jeter son trop-plein à la rue. Des femmes, pâles de désir, se penchaient comme pour se voir. Parce que le génie, en fait, du bon marché, ça a été la vitrine. En 4 mètres, c'est-à-dire lorsque vous passez devant en 3 secondes, 4 mètres de vitrine, vous devez être convaincu, et ça vous est déjà arrivé, vous passez devant un magasin, vous tournez comme ça. Bon. La vitrine est le premier contact visuel avec le marchand. On pousse le marketing encore plus loin là. Hein. Et la première exceptionnelle vitrine, c'est celle de 1909. Le commandant Péry, en fait, atteint le pôle Nord et donc, en fait, le Grand Nord devient à la mode. Et Gaston Descamps, qui est le petit-fils du fondateur de la fabrique d'automates, a l'idée de proposer au grand magasin du Bon Marché à Paris une reconstitution de cette arrivée triomphale au Grand Nord. Le succès de cette vitrine va être tellement énorme que ensuite, les vitrines magnifiques ou les vitrines d'automates vont se multiplier. Mais là aussi, c'est une spécificité parisienne. C'est Paris qui a séduit. C'est Paris qui a fait le French cancan devant les touristes et devant les personnes qui passaient devant. C'est Paris qui a fait la danse du ventre dans la vitrine pour convaincre. Il y a eu aussi de grands événements au XIXe siècle qu'on appelle les tournois de valeur. Pourquoi ? C'est comme sur un ring de boxe. Vous avez 2 commerçants qui se battent sur un ring. Celui qui gagne, il a gagné le tournoi. Là, c'est pareil. Il y a de grands événements, comme les expositions universelles, les expositions des produits de l'industrie. Et lorsqu'on parle de vous ensuite dans le rapport, que vous avez eu la médaille d'argent pour cette merveilleuse soirée ou pour ce produit extraordinaire, ou cette médaille d'or, ou qu'on discute, vous savez, en sortant de l'exposition, comme quand vous sortez d'une exposition aujourd'hui. Ce Vigée-Lebrun est extraordinaire. Et on en cause le soir. On mange ensemble, on en discute.
Et bien donc, le commerçant a gagné le tournoi de valeurs. Ce sont donc en fait des rings. Il y a une normalisation des défilés. Tout à l'heure, je vous ai dit que finalement, les premiers mannequins, ce sont les courtisanes, les courtisans de Versailles, également les poupées. Et c'est donc Frédéric Worth qui va utiliser des mannequins de chair et d'os. Donc en fait, Marie Vernet, qui l'épousera, qu'il appelle un sosie. Pourquoi ? Parce qu'un mannequin, en fait, doit ressembler à la cliente. La cliente doit pouvoir s'assimiler, voilà, se dire oui, c'est possible, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Il faut avoir l'impression de se voir à travers elle. Il y a une véritable mise en scène des collections. Worth propose sa collection au bon marché et il commence les premières collections. Ensuite, on a Paul Poiret. Alors, Paul Poiret, lui, pour présenter ses collections, donc fin 19e, début 20e, il organise des soirées chez lui, comme la 1002e nuit. Et en fait, ce sont des soirées qui sont à l'origine pratiquement du milieu de la mode aujourd'hui. Champagne, musique, vraiment dans l'exceptionnel, dans le fantasque, dans l'extraordinaire. J'ai envie de vous dire, c'est John Galliano de la fin du 19e siècle, Paul Poiret, c'est vrai. En plus, il nous a carrément enlevé le corset. C'est pas du tout Chanel qui nous a libérés, c'est Poiret. Merci. Et on continue comme ça, finalement, à mettre en scène des défilés. Puis le métier de mannequin, finalement, va se développer. Si vous voulez, on en parlera. Mais le XXe siècle n'a pas été simple. Déjà, il n'a pas été simple parce qu'on a quand même connu 2 guerres mondiales qui, à chaque fois, ont touché le sol français. Donc, plutôt qu'aller faire des soirées et des petites broderies dans les manufactures, on faisait plutôt des obus. Et puis le tissu était rare. On le garde pour les tentes, pour les uniformes, mais pas pour se faire une jupe extraordinaire. Arrêtons. Donc, est-ce que ces moments-là vont freiner la mode parisienne ? Il y aurait de quoi, puisque c'est toute une industrie qui, 2 fois, est mise à mal. Donc, nous avons dans le catalogue d'exposition ce tailleur, qui en fait est un tailleur de Henri de la Pensée. Donc, je vous le résume. Ce tailleur, Henri de la Pensée, est en fait à la base un Parisien qui avait une boutique à Paris et qui donc s'est exilé juste avant, à la Seconde Guerre mondiale. Et ensuite, il essaie de revenir en France. Il s'est exilé aux États-Unis. Il essaie de revenir. Mais ça ne fonctionne pas du tout. Parce qu'en fait, il est devenu américain. Et le français aime le français. Pourtant, ce qu'il fait, vous en avez la preuve, là. Déjà, il joue sur l'identité de Paris, on est d'accord. Ce qu'il fait, c'est quand même... Ça ressemble beaucoup au tailleur bar de Dior. On est d'accord. Mais ça ne marche pas du tout. On ne peut pas s'exiler. Paris est terre fertile et les gens y croient. Je ne vous dis pas que Paris est plus fertile, je n'en suis pas convaincue. Mais les gens y croient. Les gens y croient. Il faut être à Paris. C'est là que les choses se passent. Et lui, en fait, il est aux États-Unis et puis il est parti. Et les Parisiens vont être très très malins à la fin de la Seconde Guerre mondiale, puisqu'ils vont en fait décider d'aller montrer leur nouvelle création pour refaire un petit coup de pub après la Seconde Guerre de l'industrie parisienne, de la mode parisienne. Donc ils font une exposition itinérante en 1945-1946, c'est la chambre syndicale qui l'organise, et ils passent donc à Paris, bien entendu, mais également à Barcelone, à Zurich, à Londres, à Leeds, à Stockholm, à Copenhague, à New York, à Boston, à Chicago, à Los Angeles, à Montréal, à Vienne, à San Francisco et au Brésil. C'est le Madonna Tour des couturiers, en fait. Vraiment. Et la presse en parle immédiatement, ce sont des petits personnages, puisque ce sont de toutes petites poupées, exactement comme mes Barbie, de petits personnages parés de grandeur. La grandeur de la mode parisienne. Deuxième problème pour la mode parisienne au XXe siècle. L'Italie. Eh oui. Alors, qu'est-ce que c'est que ce Made in Italy ? En fait, donc vous le savez, Mussolini, les Italiens ont vécu donc sous la coupe de Mussolini, et les Américains décident à la fin de la Seconde Guerre mondiale
de bloquer l'agrandissement de l'URSS et du communisme. Donc il fallait aider les Italiens. On va les aider dans plusieurs secteurs. C'est ce fameux plan Marshall, dont la France a également profité. Le secteur de l'automobile et le secteur de la mode, de l'industrie du vêtement. Ça marche très très bien. En fait, avant, il n'y avait pas de Made in Italy. Ça n'existait pas. Alors qu'aujourd'hui, on en parlerait comme ça. Vous avez vu, j'ai des chaussures italiennes. C'est presque un automatisme, la belle chaussure en cuir. En fait, c'est une création. C'est une construction post-Seconde Guerre mondiale. Et là, nous avons le premier défilé organisé par une marque italienne, par Giorgio Battisti, qui, en fait, va développer l'attitude de l'italienne. Et l'attitude de l'italienne, vous savez, au jour le jour, dans le prêt-à-porter, c'est une robe à fleurs, un peu large, avec un décolleté extraordinaire, plutôt avec du noir, mais également des couleurs, des cheveux longs, brunes, teint mat, on ne peut pas tous être italiens, et évidemment, les stars italiennes de l'époque. La Cinecittà se développe au même moment, le cinéma italien, Lolo Brigida, tout le monde s'en souvient, une femme extraordinaire. Va suivre Pucci. Vous savez, ces fameux imprimés Pucci qu'on connaît encore, qui va également bien s'en sortir. Remarquez que c'est du prêt-à-porter, ce n'est pas les mêmes vêtements que les vêtements français. Et va suivre Valentino, qui lui a décidé d'habiller des femmes normales. Et c'est vrai, c'est vrai qu'on a toujours en tête cette fameuse robe fourreau extraordinaire rouge de Valentino. Mais en fait, lui, il fait des défilés pour gens normaux, hyper chic, mais normaux. On peut s'habiller en Valentino. Il n'y a pas de problème. On peut s'asseoir sur une chaise. Il n'y a pas de souci. Et ça, c'est toute la grandeur de Valentino. C'est d'être un excellent modéliste et de piquer exactement au bon endroit le vêtement, mais un vêtement portable. Ensuite, dérapage du Made in Italy. Le problème du Made in Italy, c'est que, vous savez, cette Italienne formidable avec son décolleté extraordinaire, ils sont allés trop loin. Et ils ont tout basé sur le sexe. Donc je vous ai mis par contre des diapositives très soft, vraiment. Je vous ai pas mis les pubs Gucci, Tom Ford, vraiment. Je vous dis, on va rester bien, on va manger après. Versace, bien entendu, Gianni Versace. Voilà, c'était extraordinaire ce que faisait Versace. Bon, déjà, ces dames-là, Linda Evangelista, ont l'air très très proches, très très proches. C'est très coloré, c'est extrêmement voyant. Le Made in Italia de cette époque-là, le Made in Italy, à partir des années 80-90, est basé sur le développement des caractéristiques sexuelles du mannequin et de la femme. Il faut tout sortir. Gucci, c'est terrible. La reprise de cette boîte, de cette entreprise qui mourait, Gucci, par Tom Ford, ce designer texan, parce que même au Texas, on apprend le design quand même, ce designer texan qui par ailleurs, a développé énormément d'entreprises, que ce soit dans des meubles, et qui, à chaque fois, arrive à faire des chiffres extraordinaires, parce qu'il base tout sur l'accessoire, sur le sac à main, sur les lunettes de soleil. Vous savez, le petit bracelet, le petit collier, la ceinture, toutes les choses, en fait, que vous pouvez économiser pour vous les acheter. Vous voyez ? Vous ne pouvez pas vous acheter toute une tenue, ça va coûter trop cher. Mais par contre, la paire de lunettes de soleil, vous savez, avec le sigle là, marqué comme ça, tout ça, c'est de la faute de Tom Ford, dont vous l'aurez compris, ce n'est pas mon meilleur ami. Il a fait beaucoup de mal aux marques italiennes. On a également Prada. Donc Prada, la fille Prada qui a repris l'entreprise Prada, diplômée de sciences politiques, extrêmement intelligente. Et la fille Prada, donc c'était à la base un fourreur, elle a sorti en fait un sac à main pour relancer la boîte de ses parents. En nylon. Voilà. Et donc en fait, eux, ils ont tout tapé sur le prêt-à-porter. Et donc finalement, vu qu'ils ont glissé dans le sexuel, le transpirant, finalement, la position du Made in France et du Made in Paris, du luxe et de la mode française, n'a pas bougé. On est resté une référence. Pourquoi ?
J'ai envie de vous dire, parce qu'ils sont très, très, très forts quand même. Donc, on a eu la fameuse exposition Jean-Paul Gaultier que vous avez dû voir. Donc, c'est l'enfant terrible. Hein. Vous avez vu, voilà, j'ai fait du mal à Tom Ford, mais c'est l'enfant terrible, Gaultier. Mais bon, c'est extraordinaire quand même. Dans ses premiers défilés, c'était pas du tout les défilés d'aujourd'hui, les gens se levaient pendant le défilé, criaient, hurlaient, tapaient des mains. C'était la fête. On était heureux de la nouveauté, heureux de la transgression, heureux. J'ai toujours un petit pincement au cœur pour Christian Lacroix, en bas à gauche, évidemment, et sa mariée. Ce diplômé de l'école du Louvre, extrêmement précis, avec ses racines du sud-ouest, l'Arlésienne, un bon verre de vin blanc et du foie gras. Tout ça se voit dans la robe, la précision et l'élégance. John Galliano. Vous allez me dire, déjà Galliano, il n'a pas un nom très français, et en plus il a fait la St. Martin School à Londres. Oui, mais il a repris Dior. Ça rend très français, hein, de fait. Il a repris Dior, et quand il a repris Dior juste avant les années 2000, il a remonté Dior, parce que Dior, c'était la belle endormie du moment. La belle endormie. Tout comme Karl Lagerfeld. Il n'y a quand même pas plus français, sauf quand on entend parler, évidemment, que Karl Lagerfeld. Ces deux personnages, en fait, sont rentrés dans la peau de Christian Dior et des coupes architecturales de Dior, qui était un fétichiste totalement dans la transgression, hein, Christian Dior. Et Karl Lagerfeld est rentré dans la peau de Coco Chanel en gardant toujours des bases, des principes, du camélia, vous voyez, du noir, du blanc, du rose, comme des alinéas, mais toujours en modernisant la femme, mais en gardant l'âme de Coco. Qu'est devenu finalement le Made in Paris? Vous voyez la première étiquette de Gabrielle Chanel, donc même pas Coco, Gabrielle Chanel, Paris, ça ne pouvait pas être ailleurs. C'est marqué, elle le martèle. La deuxième étiquette, Cannes, Paris, évidemment, la boutique de la rue Cambon, Biarritz. Donc elle est à Paris et elle est dans les stations balnéaires UP. Elle vous le dit, mais elle est toujours à Paris. Bon, après Chanel, vous savez de toute façon qu'elle est à Paris. Il n'y a pas de souci. Mais elle a réussi à imposer sa marque totalement parisienne, son nom totalement parisien, et elle n'a même plus besoin de le marquer qu'elle est à Paris. C'est une évidence. Elle est évidemment autour du monde. Mais le centre de toutes ces boutiques, c'est la rue Cambon, évidemment. Le marketing, finalement, se développe totalement en puissance. Vous voyez l'image juste à gauche, c'est un guide de shopping de Paris qui date de 1929. J'ai envie de vous dire, c'est marrant, pas vraiment, hein, parce que bon, ensuite il y a le Jeudi Noir en septembre, qui arrive en octobre en France. Bon. Mais c'est un guide de shopping pour aller à Paris, qui est donc publié à New York. Que nous conseillent les sœurs Bonnet? Elles nous conseillent de nous rendre au bazar de l'hôtel de ville. Parce que Paris, c'est ça aussi. C'est les bazars. On va y trouver de tout. Vous savez, ce petit foulard qui fait la différence. Un bazar qui couvre en fait 1300 mètres de galeries bâties sur 11 étages. 11 étages. Un bazar qui fait des publicités. Et la publicité générale, c'est le plus vaste et le meilleur marché du monde. Tout ça en restant chic. Parce que Chanel vous le disait, le luxe, le chic, ce n'est pas une question de pauvreté. Hein. On peut être pauvre, mais être chic. Sans exagérer non plus. Mais on peut être chic. On peut être chic. C'est pas seulement une question d'argent. C'est de ne pas. L'idée de Chanel, c'était il fallait pas que ce soit vulgaire. Ça, c'est le contraire du luxe. Et les sœurs Bonnet donc, nous conseillent en fait tout un parcours qui est expliqué dans le catalogue d'exposition, tout un parcours pour faire du shopping au bon endroit. Ces guides de shopping sont extraordinaires. Il y en a des tonnes. Et donc vous voyez en anglais, il y en a aussi en japonais évidemment. Et regardez, c'est formidable, ce City Passport. 3 jours de shopping parisien à petit prix. Vous avez vu ce que vous pouvez vous payer entre copines? Lorsque vous êtes en province, c'est formidable. Nous allons 3 jours à Paris faire du shopping. Donc vous avez votre carte de shopping Paris. Le shopping, c'est à Paris, c'est pas ailleurs, ce n'est plus à Londres. Pour quelle raison? Parce qu'en fait, en ce qui concerne la stratégie marketing,
les boîtes parisiennes ont été les meilleures. Et regardez, évidemment, Chanel, c'est le monstre du marketing. C'est le plus grand stratège du XXe siècle, du premier XXe siècle en marketing mode. Ce numéro 5, par exemple. Regardez, toujours cette simplicité dont elle dit que c'est un luxe, en fait, la simplicité. Il faut dire que quand elle est arrivée sur le marché, la mode était au chapeau à plumes avec des oiseaux empaillés dessus. Donc, c'est pour ça, tout à l'heure, je vous parlais de simplicité et de pauvreté, c'est que, voilà, pour pas avoir un oiseau mort sur le chapeau, il valait mieux aller en boutique Chanel. Voyez la première pub Chanel, on est en 21, ensuite on est dans les années 36-37, et évidemment ce numéro 5, qu'on connaît tous, et que j'ai acheté à ma maman à Noël, parce que quand même il y a des bases. Et son grand coup mode, c'est de faire la couverture de Vogue dessinée par le pape en 1925. Parce que les gens, à l'époque, lisaient Vogue pour vraiment être au courant et non pas savoir la vie intime de Kim Kardashian et de Kanye West. Vous voyez ? Donc Vogue servait véritablement à proposer des nouvelles marques, des nouvelles attitudes, un chic. Vogue, c'était le chic. Le chic, l'élément le plus indispensable au magazine, l'avocat de Vogue le disait dès le début du XXe siècle, c'était ce chic parisien inimitable. Et le voilà, ce chic parisien. N'oublions jamais que Chanel n'est pas seulement la petite robe noire. Elle a fait des petites robes blanches, quoi. Des petites robes marron aussi. Et elle a été inventive. Regardez ce fameux twin set. Vous savez, aujourd'hui, on investit dans les twin sets. Je suis persuadée que quelqu'un en a un. Vous avez le pull ou le débardeur assorti au petit gilet. Voilà. Ça, c'est le chic. Chanel. Donc, elle arrive à vous vendre la robe, qui n'est pas si simple que ça. Hein. Regardez les volants. C'est pas si simple. Hein. Et avec l'intérieur doublure à la robe. Donc, vous êtes obligé d'acheter le manteau. Elle est très, très forte. Et ce fameux collier de perles, bien entendu. Aujourd'hui, c'est quoi cette mode à Paris ? Déjà, c'est bientôt. C'est bientôt parce que c'est mars, la Fashion Week. Donc préparez-vous, bien entendu. Je serai sur le pont. Mais c'est surtout un mois de mode. C'est un mois parce qu'en fait, il y a 4 villes concernées, les Big Four, c'est-à-dire New York, Londres, Milan et Paris. New York, en fait, c'est les jeunes créateurs, le streetwear, plutôt le vêtement ghetto, vous savez, le baggy, Kanye West, quoi. Voilà. Londres, c'est le cosmopolitisme, c'est l'avant-gardisme. Vous savez, c'est la jeunesse, c'est Vivienne Westwood, c'est les punks, c'est Marie Kant, c'est la jupe courte. C'est ça, Londres. Milan, c'est la vie à l'italienne. Hein, c'est du sexy, du glamour, du sexe. Et Paris, c'est quoi? Mais c'est tout. C'est tout parce qu'en fait, vous trouverez aussi à Paris du baggy, vous trouverez aussi à Paris de la robe moulante extraordinaire, pailletée, un petit peu transparente, un truc de fou, dont tout le monde rêve. Vous trouverez également des décolletés et des robes tulipes à l'italienne, à Paris. Et puis vous retrouverez Chanel, vous retrouverez Dior. On retrouvait à l'époque Saint-Laurent, ouais, tout le monde était là. C'est le lieu où il faut être, c'est le plus beau dîner. Mais c'est la première semaine, ça se passe à New York, la deuxième à Londres, la troisième à Milan, et le feu d'artifice, c'est à Paris. La Fashion Week, c'est janvier et juin pour les hommes, et mars et septembre pour les femmes. Et ils vont donc décider des couleurs que nous allons porter, des formes que nous allons porter, mais techniquement, lorsque vous regardez les défilés, dans la tête du commun des mortels comme moi, ça met 2 ans en fait à venir, hein, de se dire qu'il faut se mettre au pastel alors que vous n'aimez pas vraiment ça. Mais bon. Et il y a une extraordinaire application. Une application pour les touristes qui en fait permet de dépasser la barrière de la langue. Les marques françaises ont cette application qui en fait a pour but, pour ambition, de rabattre les touristes chinois dans leurs boutiques. Cette application s'appelle WeChat. Elle permet en fait de dialoguer en direct avec les clients venus d'Orient. Vous savez, genre, voilà. Très populaire en Chine, en fait, elle compte 400 millions d'utilisateurs. Que faites-vous de cette application? En fait, vous êtes dans Paris, vous cherchez le Vuitton Bowling, hein, mais vous le voulez tel format. Donc, vous allez sur l'application. La personne qui est derrière de Vuitton vous géolocalise
et vous dit à 47 mètres à gauche, au feu à droite, juste à côté de la boutique Petit Bateau, voilà, vous avez votre sac Vuitton Bowling tel format. C'est formidable. Clarins, Lacoste, Vuitton, les Galeries Lafayette et le Printemps ont signé avec un géant chinois high-tech qui édite donc cette application et qui vise en fait à pister les consommateurs. Parce que si vous n'êtes pas très loin de cette boutique Vuitton, vous pouvez tout à fait passer chez Hermès, vous achetez un petit carré de soie, voilà, aussi, c'est possible. Tout simplement parce qu'en fait, vous le savez, les touristes les plus nombreux aujourd'hui, ce sont évidemment les touristes asiatiques. C'est très mal. Je ne fais pas de différence entre les Chinois et les Japonais parce que je pense que les Japonais sont moins nombreux de fait, mais aussi adorent le luxe français. C'est ce qu'on appelle le luxe tour. Et je finirai sur ça. Ce luxe tour, c'est le moment, vous savez, où le CAC 40 chinois débarque en France, ce qu'on appelle le China Entrepreneur Club, et a rendez-vous donc à l'Élysée, tous ces patrons d'entreprise. Je vous parle des patrons d'entreprise, même pas des touristes chinois qui se payent un voyage de noces. Donc, ils sont reçus à l'Élysée, ils mangent ensemble, ils discutent, ils signent des contrats ou pas, il y a discussion. Et bien entendu, la France leur organise une demi-journée de shopping pour faire chauffer les cartes de crédit, donc à ces dirigeants chinois, en fait. Et d'une manière générale, ces Chinois vont en fait en Suisse faire leur shopping, en Italie et en France. Mais en fait, c'est une mode. Vous savez qu'ils viennent également se marier à Paris, prendre des photos, il y a des cars. Voilà. En fait, en 2012, il y a eu 1,8 million de touristes chinois, quand même. Et c'est pas fini. C'est pas fini. En fait, c'est l'avenir. Il y a une vraie déferlante asiatique qui est en marche. Pourquoi ? Parce que le Chinois dépense en moyenne, quand il vient en France, 1 500 €. Quand même. Et qu'évidemment, il a le duty-free, il y a toutes ces choses-là. Les enseignes, en fait, du Faubourg Saint-Honoré, mais également de l'avenue Montaigne, de la place Vendôme, se bousculent pour les attirer. Elles jouent des coudes, elles se battent véritablement pour qu'ils viennent chez eux. Et en fait, on remarque que géographiquement, dans Paris, il y a un axe qui se dessine à partir de l'Opéra, depuis l'ouverture du boulevard des Capucines, et jusqu'à Becquerel, qui est en fait le plus grand magasin du monde de montres. Il y a des agences de voyage où vous pouvez acheter un Galeries Lafayette Tour dans les circuits. Ouais. Et le groupe Printemps, lui, a une autre stratégie. Les Galeries Lafayette, ils sont très... tout le monde dans le bus. Voilà. Le Printemps, lui, a une autre stratégie. Il fidélise en fait une clientèle individuelle parce que lorsque vous dépensez individuellement, vous dépensez plus. Il n'y a pas de petit diable, vous savez, pour vous dire « Non, tu n'as pas besoin de ce carré de soie. » Non, il n'y en a pas. Vous êtes extrêmement dépensier en fait quand vous êtes seul. En fait, ils voulaient éviter les tours opérateurs et la massification du tourisme de luxe ou de mode au printemps. Et c'est pourquoi ils ont en fait développé une image cultivée du tourisme de la mode parisienne, une image haut de gamme qui va passer par d'autres canaux qui en fait va les amener également dans des musées. Voilà. Donc vous voyez, c'est tout à fait autre chose. En bilan, évidemment, les soldes. J'avais prévu de vous passer une vidéo sur les soldes, vous savez, les gens en train de s'écraser. On a eu un exemple dernièrement, la collection limitée Balmain chez H&M, ça a été la folie, quoi, la folie. Il fallait être sur Internet depuis minuit la veille, croyez-moi. Il y a les soldes, et regardez ici, nous avons en fait que des Asiatiques, parce que ces luxe tours, ces mode tours, ces fashion tours vont être prévus aussi pendant les soldes, pendant la Fashion Week. Et cette mode parisienne, elle touche tout le monde. Vous savez très bien que devant les défilés Dior, devant les défilés Saint-Laurent, pendant la Fashion Week, ou Françoise Girbaud, tout le monde, il y a quoi ? Il y a des modeuses, des blogueuses qui sont habillées comme jamais elles seraient habillées, des trucs de fou, avec des corsets, des compensés, des couleurs, des piercings, voilà, qui ont des attitudes, qui ont des looks extraordinaires, des vraies propositions à ce moment-là, alors qu'en fait, elles n'ont pas d'invitation du tout pour rentrer au défilé. Mais c'est le lieu où il faut être, c'est le lieu de la mode. Et la mode, elle se fait là,
se fait à ce moment-là dans la rue. Parce qu'en fait, de fait, on parle de tourisme, mais ce que vient prendre le tourisme à Paris, et il le dit, c'est la Parisienne. C'est l'attitude de la Parisienne. C'est celle qui ose. C'est celle qui est toujours droite. C'est celle qui a le petit truc. C'est ça la Parisienne. C'est quelqu'un qui se tient droit. Et qui a un petit truc. Le sac à main, vous voyez, la manucure, c'est ce détail qui va faire toute une allure. Cette allure chic. On peut être chic en basket, hein, attention, hein. Mais c'est ça qu'il vient chercher. Il vient chercher en fait l'âme de Paris, la réputation parisienne, celle qui a été en fait commencée par François Ier. Ce petit bout de Versailles en fait, ce petit bout de Versailles. Cette âme de Colbert, cette économie qui roule pour le luxe et pour la mode. Cette âme de Paris, ce type d'exposition. Ces bons baisers de Paris. En fait, le tourisme, il vient chercher un peu d'amour, de l'amour qui a été fait du savoir-faire, un peu de bonheur, le bonheur des travailleurs qui ont construit, qui ont cousu à la main les malles Vuitton. Et un peu de bonheur dans le métro, quand il va croiser cette Parisienne-là, avec ce chouchou un peu fou. En fait, c'est juste du bonheur qu'il vient chercher. Ce bonheur, il ne peut être que parisien. Il ne peut pas être new-yorkais. On aime bien Londres aussi, hein. J'adore Londres. Il ne peut pas être toujours punk et maricante, ce n'est pas possible, comme à Londres, mais il est parisien. Et c'est pas Berlin. On parle très peu de Berlin. Et il n'est pas italien, parce que la mode italienne est une pure construction. La mode parisienne, elle date d'il y a des siècles. Elle est construction aussi, mais elle est ancrée dans les esprits, et elle, pour l'instant, elle ne bougera pas, évidemment. Je vous remercie. Donc merci pour cette traversée de 4 siècles, cette traversée enlevée de 4 siècles de mode parisienne. Donc j'invite le public, comme chaque fois, à poser des questions à notre conférencière du jour. Pour la première, c'est toujours un peu difficile, mais quelqu'un se lance. Je vais faire ma grosse naïve. Dans le micro. Je vais faire ma grosse naïve en vous demandant quel est ce joli ensemble, l'impression. Est-ce que c'est Made in France, cet ensemble que vous portez, et qui est ravissant? Allez. Alors, comment vous dire? C'est la honte. Hein. Designed in France, made in China. Non, c'est souvent écrit comme ça. Moi, je vais essayer de vous le vendre autrement quand même. Voilà, c'est un vêtement ASOS, c'est un costume ASOS. Donc le site internet ASOS. Attendez, Kate Middleton et Michelle Obama, elles achètent des robes aussi là-dessus. Voyez. J'essaie de me défendre. En fait, il y a très peu de Made in France encore. Hein. Il y en a très très peu. Vous voulez le prix? Deuxième question, tout aussi naïve. Moi, je vais vendre... il y a très peu de spécialistes en France dans le prêt-à-porter d'impression, de gens qui prennent des risques d'imprimer, parce que la couleur coûte cher. Donc moi, je vous vends Anne-Elisabeth. Depuis 20 ans, ma styliste, elle m'habille. Vous regardez des vêtements, je porte cette femme. Et elle a de l'idée, elle a de l'esprit, elle a une sœur écrivain. J'adore son travail et il est accessible. Voilà. Mais moi, j'adore Je suis ces habillée rendez-vous. française. J'ai l'impression de faire du shopping sans bouger, quoi. C'est génial. Voilà. Alors, évidemment, c'est pas forcément du goût de tout le monde. Les impressions, ça vieillit très mal, mais c'est le risque d'être à la mode ou dans le présent. Merci. Merci. Notre question? Je me permets de te tutoyer puisqu'on se connaît. Je veux juste savoir si tu fais une différence entre la mode pour femmes et la mode pour hommes. J'ai l'impression que dans la mode pour hommes, il y a quelque chose de très anglo-saxon qui plaît beaucoup depuis un moment. Mais tu sais mieux que moi. Donc, C'est parce que Sébastien est un garçon à la mode. Est-ce que je fais une différence? Je suis un peu brisée par la mode masculine, en fait, à cause du 19e siècle. Donc là, effectivement, on a vu un retour plus fin
est original, dans le fin et dans l'originalité, via les anglo-saxons, la petite cravate très fine, vous savez. La petite cravate très fine, l'espèce de slim en fait, hein, très Beatles, hein, mais on n'y est pas, hein, je veux dire, on n'y est pas encore. Pourquoi ? Parce que l'avènement du complet, donc du costume, hein, 3 pièces gris-noir du 19e siècle, messieurs, a tué votre silhouette, hein, vraiment. Hein. Avant, vous mettiez plus de broderie que nous, plus de dentelle que nous, et c'était fantastique. Oser la couleur, voilà, le détail. C'est quelque chose. Ensuite, dans la mode masculine, il y a un vrai problème. Je veux dire, le complet nous a tués. Vraiment. Il y a un vrai souci. Mais effectivement, ce qui est le plus à la pointe actuellement, vraiment dans la mode du jour le jour, mode actuelle, c'est la veine anglo-saxonne. Ouais. Paul Smith, ce genre de truc. Merci pour votre intervention. Je voudrais savoir, le luxe, en fait, c'est avoir toujours plus, dans la mesure où maintenant on peut acheter même le luxe sur Internet et où, justement, vous l'avez dit, Balmain décline aussi chez H&M. Qu'est-ce, en fait, maintenant que le vrai luxe ? Normalement, je suis censée vous dire, tout d'abord, c'est la qualité. Normalement, c'est ce que je suis censée vous dire. C'est la première réaction, en fait, qu'on a à partir du luxe. Dans l'encyclopédie, donc en 1751, le chevalier de Jaucourt a écrit le luxe dans tous ses états. Déjà, le luxe, c'est pas le même pour l'ouvrier, pour le prof, pour le cadre supérieur, pour le fonctionnaire telle catégorie, pour l'entrepreneur. C'est pas les mêmes. Ensuite, on est dans une culture actuelle qui ne touche pas que le luxe, que j'appelle la culture du plus-plus. C'est-à-dire qu'on vous demande de parler plus de langues, d'écrire plus d'articles, d'avoir plus de diplômes, d'avoir plus de pantalons et d'avoir évidemment plus de chaussures. Donc le luxe a perdu ses contours. À la base, le luxe relevait de la représentation et de l'ostentation, mais il serait devenu apparemment totalement individuel. C'est-à-dire que les gens pensent plus à s'habiller, en fait, que par exemple avoir une voiture qui fonctionne correctement. Évidemment, si vous pouvez avoir les deux, vous auriez une très belle voiture qui fonctionne correctement. Mais le luxe est en train de perdre ses repères, clairement. Merci beaucoup. Ce que je voulais vous demander, c'est est-ce qu'il y a des endroits universitaires ou autres où l'on peut s'informer sur la mode et suivre un cursus sur l'histoire du costume, sur la mode, à travers les âges. Est-ce qu'il y a un endroit où... Il y a une filière à Lyon 2, à l'université Lyon 2. Ensuite, vous avez beaucoup d'écoles parisiennes, bien sûr, parce que tout se passe à Paris. Vous avez beaucoup d'écoles parisiennes qui sont très bien, par ailleurs, qui sont très très bien, qui sont assez coûteuses. Mais pour le coup, vous avez des enseignements de qualité. Qui sont ouvertes à tous ? Absolument. Vous pouvez suivre des séminaires, vous savez, des écoles d'été. Voilà. Alors, je vous invite à suivre notre cycle prochain. Ça me donne l'occasion de recorriger à partir du 11 février. Donc, aux Archives de Paris, il sera question de montres, il sera question de fleurs artificielles, il sera question de chapeaux. Voilà. Et l'intervenante est là. Ah. C'est Marie-Agnès de Quitte qui est au 3e rang. Voilà. Pour la première conférence, en effet. Voilà, donc on commencera avec l'horlogerie et les montres, et puis les fleurs artificielles, les chapeaux, j'en oublie, mais ça sera on ne peut pas comparer ça à un cursus, mais enfin il y aura 11 conférences sur le luxe du 18e au milieu du 20e siècle. Une autre question, oui. Ouais, quelque chose sur le cercle de Colbert où il n'y a pas... Le comité Colbert. Oui. J'aimerais bien que vous nous... Bon, le comité est en fait un comité qui dynamise en fait les actions sur le luxe, voilà, avec des entrepreneurs, des marques. Et c'est
c'est très franco-français, mais tellement rayonnant. Vous voyez que c'est le halo de lumière. Voilà. Mais c'est vrai que c'est un point très important. C'est un point très important. Moi, j'aurais tendance à croire que, en fait, c'est la poule aux œufs d'or, le luxe et la mode, pour l'industrie française. On a toujours surfé là-dessus. C'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on sait mieux faire. Mais en temps de crise, s'il y a bien quelque chose qui fonctionne, c'est le luxe et la mode. Ça ne vous a pas empêché de faire les soldes, moi non plus. Vraiment. La parfumerie, c'est du luxe et de la mode aussi. Parce que si on parle de mode, on peut également parler de fauteuils, de parfumerie. Pour moi, la mode ne se limite pas à ça. C'est aussi la vaisselle. Voilà, c'est Sèvres, c'est Limoges, c'est plein de choses. Ensuite, il y a toutes les questions de savoir-faire. Est-ce que finalement, c'est encore fait en France, ça ? Qu'est-ce qui est fait en France ? Alors moi, je vais avoir une question aussi. Vous diriez que les premiers touristes qui sont venus à Paris pour faire du lèche-vitrine, c'est dès le XVIIIe siècle ? Ah oui, bien sûr. Ce sont plutôt des aristocrates. De toute façon, ça faisait partie du Grand Tour. Lorsque vous étiez éduqué, vous passiez par Rome, Londres, Paris, Berlin. Vous alliez voir des architectures extraordinaires, vous vous imprégniez de la culture classique et évidemment de Paris, de tout ce qu'offre Paris. Et Paris est une ville complète. C'est-à-dire qu'à Paris, on peut aller boire un coup dans un caveau au XVIIIe, c'est-à-dire en fait un café en sous-sol, là où on peut ripailler et faire autant de tintamarre que l'on souhaite. Mais on peut aussi aller s'habiller et se tenir au courant. D'autres questions ? Vous n'avez pas parlé des couturières, parce que finalement leur rôle était de transmettre ce qu'elles avaient vu à Paris. Et je pense à des couturières de province qui étaient absolument extraordinaires. Enfin, je sais que par exemple ma fille vient de mettre la robe de mariée de ma mère, qui avait été faite à Clermont-Ferrand en 1935, disons. Et c'est encore une merveille. Enfin voilà, et c'est ce que je voulais vous demander. Alors c'est vrai que quand j'ai dit tuliste, modiste, couturière. Je vous ai parlé de Zola, mais ma maman elle coud, c'est évidemment. Voilà ce que ça crée. Elle brode, et c'est de toute façon un savoir-faire individuel, également collectif. Mais c'est ces qualités précises, de précision, vous savez, de répétition du geste. Elle répète, pas dans une routine négative, dans une routine positive qui permet de créer et d'aller toujours plus loin et d'inventer parce qu'on maîtrise bien les bases. Picasso savait dessiner des académies, il a pu tout déconstruire. La couturière, c'est pareil. Quand vous savez les bases, quand vous savez piquer une toile sur un mannequin avec la petite aiguille, ensuite, et évidemment, les couturières de province, elles sont aussi importantes. Parce que le rayonnement de Paris, ce sont toutes ces petites mains. Elles allaient s'inspirer une fois par an à Paris. Voilà. Comme il y en a qui montent une fois par an faire les soldes, c'est un peu ça. Mais c'est donner du bonheur à l'œil. Et la couturière, c'est ça aussi. C'est le regard, la formation du regard, prendre ces 1000 petits riens, mais choisir juste ce qu'il faut. Et elles ont cette précision. Ce sont aussi des voyageuses, des touristes de l'œil, en fait. Dernière question. Et comment vous expliquez le retour du vintage ? Est-ce par les valeurs qu'il véhicule ? Est-ce pour d'autres raisons ? Par la démo ? À mon avis, mais je peux me tromper. Le vintage, je pense que les marques, certaines marques, grandes marques, ont tellement dérapé dans leurs nouveaux produits. C'est-à-dire les petits sacs à main Dior avec le D de Dior, Christian Dior, rose bonbon, là, comme les layettes de bébé. Vous voyez, sur des petites selles de cheval comme ça. Ça, c'est plus Dior. Ça, c'est pas Monsieur Dior. Il y a un problème. Il y a eu ça, le dernier Lancel Bardot, avec tous les trucs là qui pendent, le doré et tout, c'est pas du tout le Lancel Sceaux. Du coup, vous ne pouvez plus le trouver qu'en vintage sur eBay. Voyez, et je pense que du coup, il y a un retour à la base, aux valeurs. Ensuite, le problème du vintage, c'est qu'en fait, était vintage un produit qui avait 30 ans. Et que maintenant devient vintage et se vend comme vintage un produit qui a 3 ans. Et alors, vous voyez, quand on parlait de surenchère tout à l'heure, on est dans le plus, dans tout, quoi. Dans tout. S'il n'y a plus de questions, nous allons clore notre séance aujourd'hui. Je vous remercie encore d'être venu. Merci beaucoup.
Et rendez-vous. Merci. Merci. Et rendez-vous donc vendredi prochain pour